Aïcha Diallo venait d'être transférée dans un nouveau lycée. Elle venait d'un endroit où survivre signifiait apprendre à se battre, où 8 ans d'arts martiaux mixtes avaient transformé ses poings en armes. C'était une ceinture noire enveloppée d'un silence adolescent. Mais les harceleurs ne voyaient pas ça. Ils voyaient une jeune fille noire, discrète, seule, une cible facile. Alors, ils l'abordèrent avec des exigences et des menaces, intensifiant le harcèlement chaque jour. Puis un après-midi, ils dépassèrent les bornes. Des rires fusèrent. Quelqu'un dit qu'elle le méritait. Le couloir observait. Mais Aïcha ne craqua pas. Il la croyait faible. Il pensait qu'elle allait encaisser. Ils avaient tort. Avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et assurez-vous de vous abonner car l'histoire de demain est à ne pas manquer. Le réveil sonna à 5h30, mais Aïcha Diallo était déjà éveillée, fixant le plafond inconnu de sa nouvelle chambre. Marseille lui semblait à une éternité, bien que cela ne fasse que 3 jours que le camion de déménagement s'était éloigné de leur ancienne maison. Elle se leva et se rendit au sous-sol, où sa mère avait déjà installé le sac de frappe dans un coin. 40 minutes plus tard, la sueur perlait sur son front alors qu'elle terminait sa routine matinale. Jab, direct, crochet, uppercut. Les enchaînements coulaient comme une respiration. 8 ans d'entraînement avaient rendu les mouvements instinctifs, mais aujourd'hui, ils semblaient différents. Aujourd'hui, ils semblaient nécessaires. « Aïcha, le petit déjeuner !» appela sa mère d'en haut. Le docteur Aminata Diallo se tenait devant la cuisinière, encore dans sa blouse de bloc de sa garde de nuit à l'hôpital de Montaigne. « Comment te sens-tu pour aujourd'hui, ma chérie ?»« Bien ?» Aïcha attrapa une tartine. « Juste un autre lycée. » Les yeux de sa mère trahissaient son inquiétude. « Je sais que cette transition n'est pas facile. Montaigne est différent de ce à quoi nous sommes habitués. » Différent était un euphémisme. Alors qu'Aïcha franchissait les portes d'entrée du lycée Montaigne, la mère de visage blanc confirma ce qu'elle savait déjà. Sur 800 élèves, elle pouvait compter les visages noirs sur les doigts de 2 mains. Les couloirs bourdonnaient de l'énergie matinale typique, mais les conversations semblaient s'interrompre à son passage. Des chuchotements la suivaient. Elle gardait la tête haute, les épaules détendues, comme Maître Tran le lui avait appris. Ne jamais montrer de faiblesse, mais ne jamais chercher les ennuis. Le premier cours de biologie se passa assez bien. Le deuxième cours d'histoire fut tolérable. Mais c'est au déjeuner que la véritable éducation commença. La cafétéria s'étendait comme une carte sociale. Les élèves populaires occupaient les tables du centre. Les sportifs dominaient un coin. Les élèves de théâtre se regroupaient près des fenêtres. Aïcha prit un sandwich et chercha une place libre. « Tiens, regardez ce qui a débarqué ici. » La voix porta à travers 3 tables. Damien Moreau mesurait 1,88 m, avec le genre d'assurance désinvolte de ceux qui n'ont jamais été défiés. Son blouson de marque tombait parfaitement sur ses larges épaules, et son sourire n'atteignait jamais ses yeux bleus et froids. Derrière lui, Jérémy Weber faisait craquer ses doigts, tandis que Théo Bertrand ricanait. La cafétéria devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers la confrontation qui se préparait au centre de la pièce. Aïcha continua vers une table vide, mais Damian se mit sur son chemin. « C'est à toi que je parle. » Sa voix portait l'autorité désinvolte de quelqu'un habitué à être obéi. « On doit avoir une conversation. » Elle s'arrêta, soutenant son regard sans ciller. « À propos de quoi ? À propos de comment ça marche ici. » Le sourire de Damien s'élargit, découvrant trop de dents. « Tu vois, les nouveaux élèves paient généralement une petite taxe de bienvenue. Appelle ça une assurance, pour s'assurer que rien de mal ne leur arrive. C'est ?» Jérémy et Théo l'encadrèrent, assez proches pour qu'elle puisse sentir leur parfum. La cafétéria restait silencieuse, 200 élèves, observant comme si c'était un spectacle. Une assurance contre quoi ? La voix d'Aïcha resta égale, curieuse plutôt que conflictuelle. Les accidents. Damien haussa les épaules.
les casiers qui se bloquent, les livres qui disparaissent, les gens qui te bousculent dans les couloirs. C'est drôle comme certains peuvent être maladroits par ici. Surtout ceux qui n'ont rien à faire ici, ajouta Théo avec un sourire méchant. Aïcha posa son plateau repas sur la table la plus proche. Lorsqu'elle se retourna vers Damien, sa posture restait détendue, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. « Je ne paie pas de raquette ». Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un défi. Le sourire de Damien vacilla un instant avant de revenir en force. « C'est là que tu te trompes, ma fille. Tout le monde paie. La question est de savoir si tu paies facilement ou difficilement. » Il s'approcha, sa voix baissant jusqu'à un murmure qui, étrangement, traversa la pièce silencieuse. « À moins que tu ne te crois trop bien pour notre petit système. Tu te crois meilleur que nous autres? Je ne paie pas du tout. » Elle ramassa son plateau et le contourna pour se diriger vers la table vide. Un instant, Damien resta figé, ne s'attendant manifestement pas à un refus catégorique. La cafétéria attendait. « Ce n'est pas fini », lança-t-il après elle, assez fort pour que tout le monde entende. « Personne ne me manque de respect dans mon lycée. Personne. » Aïcha s'assit et déballa son sandwich comme si de rien n'était. Mais sa vision périphérique suivait chaque mouvement de Damien alors qu'il sortait en trombe avec sa bande. À une table de l'autre côté de la pièce, Malik Traoré secoua la tête et murmura à son ami. « Cette fille n'a aucune idée de ce qu'elle vient de déclencher. » Les conversations reprirent progressivement, mais l'énergie avait changé. La nouvelle se répandrait dans tout le lycée avant la fin de la pause déjeuner. La nouvelle venait de déclarer la guerre à Damien Moreau. Aïcha prit une bouchée de son sandwich, mâchant lentement. Elle avait espéré passer au moins une journée sans problème. Mais certaines choses étaient inévitables, et reculer devant les harceleurs n'avait jamais été une option. La vraie question n'était pas de savoir si Damien allait riposter, mais quand et jusqu'où il serait prêt à aller. Le harcèlement commença avant la fin du deuxième cours. Aïcha se dirigea vers son casier, clés en main, mais la serrure ne tournait pas. Elle essaya de nouveau, vérifiant la combinaison qu'elle avait mémorisée ce matin-là. Rien. Un problème? Jérémy Weber apparut à côté d'elle, souriant. Les serrures peuvent être capricieuses quand elles sont endommagées. Elle examina le mécanisme. Quelqu'un avait enfoncé du chewing-gum dans la serrure. Très mature? Ce n'est que le début, dit Jérémy, s'éloignant à reculons pour pouvoir observer sa réaction. Damien a la mémoire longue. Le troisième cours d'histoire de France se déroula sans incident, mais alors qu'Aïcha rassemblait ses affaires, elle remarqua que son cahier avait disparu. Celui avec 3 jours de notes. Elle fouilla son sac 2 fois avant d'abandonner. Dans le couloir, elle aperçut Théo Bertrand montrant le cahier à un groupe de 3e, faisant des gestes exagérés en lisant son écriture à haute voix d'un ton moqueur. Regardez cette belle écriture. Elle doit se croire vraiment spéciale. Aïcha s'approcha calmement. C'est à moi. Prouve-le. Théo le tenait au-dessus de sa tête comme une brute de cour de récréation. Peut-être que si tu demandes gentiment, j'envisagerai de te le rendre. Elle ne demanda pas. Elle n'essaya pas non plus de l'attraper. À la place, elle sortit son téléphone et prit une photo de lui le tenant. « Qu'est-ce que tu fais ?» L'assurance de Théo vacilla. « Des preuves. » Elle remit le téléphone dans sa poche. « Au cas où j'aurais besoin de porter plainte pour vol. » Le visage de Théo rougit, mais il jeta le cahier à ses pieds avant de s'éloigner en maugréant. Les pages se dispersèrent sur le sol du couloir. Alors qu'Aïcha s'agenouillait pour ramasser ses notes, une paire de baskets usées apparut dans son champ de vision. Elle leva les yeux pour voir Malik Traoré, le même élève qui avait commenté au déjeuner. « Tu as besoin d'un conseil », dit Malik à voix basse, jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer qu'il n'était pas entendu. « Je t'écoute. Damien Moreau n'est pas juste un gosse de riche qui joue les durs. Son père possède la moitié des commerces de la ville, y compris la concession automobile où travaille ma mère. Son oncle est le chef de la police. Quand Damien veut que quelque chose arrive, ça arrive. » Aïcha se releva, serrant ses notes récupérées. « Tu essaies de me faire peur? J'essaie de te sauver. »
La voix de Malik portait une inquiétude sincère. L'année dernière, il y avait ce garçon, Miguel Sanchez. Un nouveau, comme toi. Damien a décidé que Miguel devenait trop ami avec une fille qui plaisait à Damien. Miguel s'est retrouvé avec le nez cassé et 3 côtes fêlées, tombé dans les escaliers, selon le rapport officiel. Et tu crois ça? Je crois que Miguel a changé de lycée 2 semaines plus tard. Malik se pencha plus près. Écoute, je comprends. Tenir tête, ça fait du bien. Mais Damien ne se bat pas à la loyale et il ne se bat pas seul. Quoi que tu envisages de faire, ne le fais pas. Avant qu'Aïcha ne puisse répondre, Malik se fondit à nouveau dans la foule d'élèves qui changèrent de classe. L'après-midi apporta une escalade du harcèlement. Quelqu'un avait, accidentellement, renversé du lait chocolaté sur son sac à dos pendant le déjeuner. Au laboratoire de chimie, ses lunettes de protection disparurent, l'obligeant à emprunter une paire rayée qui rendait impossible la lecture claire des mesures. Au 6e cours, un schéma s'était dessiné. La bande de Damien se relayait pour lui rendre la vie difficile, toujours avec une dénégation plausible, toujours avec des témoins qui voyaient des accidents, pas du harcèlement. Mais le 7e cours poussa les choses trop loin. Aïcha était assise en cours de français, essayant de se concentrer sur la discussion de l'étranger de Camus, quand Damien leva la main. « Madame Pelletier, je pense que nous devrions entendre notre nouvelle élève à propos de ce livre. Je parie qu'elle a de vraies idées sur les thèmes. » Madame Pelletier sourit de manière encourageante. « Aïcha, aimeriez-vous partager vos réflexions sur la description de l'absurdité et de l'aliénation par Camus ?» Le piège était évident, mais Aïcha répondit de manière réfléchie, discutant de l'exploration par le livre des préjugés et du courage moral. Elle parla pendant 2 minutes, articulant ses points clairement et intelligemment. Quand elle eut fini, Damien commença à applaudir lentement. « Genau, c'était si bien dit. Tu es vraiment éloquente pour… » Il marqua une pause, laissant l'implication flotter dans l'air. « Je veux dire, c'est agréable d'entendre quelqu'un qui peut s'exprimer si clairement. » La classe devint silencieuse. Le visage de Madame Pelletier rougit, mais elle semblait figée, ne sachant pas comment aborder le sous-entendu racial évident sans aggraver les choses. « Merci, » dit Aïcha d'un ton égal. « J'apprécie que vous remarquiez ma capacité à communiquer efficacement. » Le sourire de Damien vacilla légèrement face à sa réponse calme, mais il insista. « C'est juste rafraîchissant, tu sais. Parfois, les gens de certains milieux ont du mal avec les discussions académiques. » Le silence s'alourdit. Quelques élèves se tortillèrent mal à l'aise sur leurs chaises. « Je suis sûr que tu découvriras que les gens de tous les milieux peuvent te surprendre, » répliqua Aïcha, sa voix ferme comme l'acier. Quand la sonnerie retentit, elle rassembla ses livres sans se presser, sortant la tête haute. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était cristallisé. Les jeux étaient terminés. Damien venait de franchir une ligne qui ne pouvait être effacée. Dans le couloir, elle entendait Damien rire avec ses amis, se félicitant probablement de sa performance astucieuse. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déchaîner. Vendredi matin commença avec Aïcha trouvant son casier décoré. Quelqu'un avait scotché une banane à la porte métallique avec un mot qui disait « Bienvenue dans la jungle » avec l'écriture distinctive de Damien. Elle l'enleva sans expression, consciente des élèves qui se rassemblaient pour observer sa réaction. Certains avaient l'air honteux, d'autres ricanaient. Aïcha froissa le mot et le jeta à la poubelle, mais elle garda le ruban adhésif comme preuve. « Oh, tu n'as pas aimé ton cadeau ?» Damien apparut avec son entourage habituel, parlant assez fort pour que la foule grandissante entende. « Je pensais que tu aurais le mal du pays pour la faune urbaine. »« Créatif, » dit Aïcha, fermant son casier avec un calme délibéré. « Mais tu devrais peut-être travailler ton écriture. Ça facilite l'identification de la source. » La mâchoire de Damien se serra. Il n'avait pas l'habitude que ses cibles répliquent, surtout pas devant un public. « Peut-être que tu as besoin d'une leçon de respect. Peut-être que tu as besoin d'une leçon de décence humaine élémentaire. »
Le couloir bourdonna de réactions chuchotées. Les élèves sortirent leur téléphone, sentant que quelque chose de plus important se préparait. Tout au long de la matinée, le harcèlement s'intensifia. En EPS, quelqu'un avait mis de la poudre à gratter dans ses affaires de sport. Pendant le déjeuner, Jérémy Weber la bouscula délibérément, en voyant son plateau s'écraser au sol. « Oups !» dit Jérémy, ne prenant pas la peine de cacher son sourire narquois. « J'espère que tu n'es pas trop maladroite pour nettoyer ça. » Aïcha s'agenouilla pour ramasser la nourriture éparpillée, tandis que les élèves l'évitaient. Quelques-uns proposèrent de l'aider, mais elle leur fit signe que non. Elle pouvait gérer les jeux de Damian. Ce qu'elle ne pouvait pas gérer, c'était le public grandissant qui semblait apprécier le spectacle. Le point de rupture arriva pendant l'étude surveillée de 8e heure. Aïcha était assise seule à une table d'angle, travaillant sur ses devoirs de maths, quand Damien et sa bande s'approchèrent. La surveillante, Madame Tran, était sortie, laissant 30 élèves sans surveillance. « Salut tout le monde !» annonça Damien, sa voix portant à travers la pièce. « J'ai quelque chose de spécial à partager. » Il sortit son téléphone et, soudain, la voix d'Aïcha emplit la pièce via une petite enceinte Bluetooth. C'était sa discussion en cours de français de la veille, mais montée et manipulée. Ses commentaires réfléchis sur l'injustice raciale avaient été coupés et mélangés avec des extraits audio pour donner l'impression qu'elle disait des choses incendiaires sur les Blancs. L'enregistrement modifié la dépeignait comme une étrangère en colère et raciste qui détestait son nouveau lycée et tous ceux qui s'y trouvaient. Les élèves semblaient choqués, confus, certains en colère. « On dirait qu'on sait ce qu'elle pense vraiment de nous », dit Damien, rangeant son téléphone avec satisfaction. Heureusement qu'on a pu entendre ses vraies pensées. Aïcha resta figée alors que des chuchotements éclataient autour d'elle. Certains élèves semblaient méfiants, d'autres dégoûtés. Quelques-uns semblaient réaliser que l'audio était faux, mais leur voix était noyée par celle de ceux qui y croyaient. « Ce n'est pas ce que j'ai dit !» La voix d'Aïcha coupa le bruit, mais Damien parla par-dessus elle. « Tu me traites de menteur ? Tout le monde vient de t'entendre. Tout le monde vient de t'entendre manipuler des enregistrements pour me faire passer pour quelque chose que je ne suis pas. » Damien s'approcha de sa table. « Pourquoi aurais-je besoin de manipuler quoi que ce soit ? On a tous entendu quel genre de personne tu es vraiment. » La porte de la salle d'études s'ouvrit et Madame Tran, la surveillante, revint. La pièce devint silencieuse, les élèves soudain fascinés par leurs devoirs. « Tout va bien ici ?» demanda Madame Tran, sentant la tension. « Parfaitement, » dit Damien avec son sourire de politicien. « Juste une discussion amicale sur l'actualité. » Quand la sonnerie retentit, Aïcha rassembla ses livres avec des mains qui tremblaient à peine. Les élèves sortirent, certains évitant son regard, d'autres la fixant ouvertement. Le mal était fait. D'ici demain, l'enregistrement modifié de Damien serait partout sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle se dirigeait vers son dernier cours, elle entendit des bribes de conversation. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait dit ces trucs. Elle semblait si calme et gentille. » Damien avait raison à son sujet. À son casier, après les cours, Aïcha trouva Malik qui l'attendait. « Cet enregistrement était faux, » dit-il à voix basse. « J'étais en cours de français. J'ai entendu ce que tu as vraiment dit. Ça n'a plus d'importance maintenant. » Aïcha sortit sa veste. « Le mal est fait. Tu pourrais te battre, prouver que c'était modifié. Ou je pourrais combattre la source. » Malik attrapa son bras. « Ne fais rien de stupide. Damien s'attend à ce que tu ripostes. Il a probablement tout prévu. Comment te faire passer pour l'agresseur? Comment te faire suspendre ou arrêter ?» Aïcha regarda le visage inquiet de Malik, puis les élèves qui passaient, certains chuchotant et la montrant encore du doigt. Damien avait été systématique dans sa campagne pour l'isoler et l'humilier. Chaque mouvement calculé pour la pousser à une réaction qui justifierait sa cruauté. Peut-être qu'il est temps de lui donner ce qu'il attend. Elle se dégagea de l'emprise de Malik et se dirigea vers la sortie. Derrière elle, Malik cria « Aïcha, ne fais pas ça, ça n'en vaut pas la peine. » Mais certaines choses en valèrent la peine.
Sa dignité en valait la peine. Son droit d'exister dans ce lycée sans être terrorisé en valait la peine. Et parfois, la seule façon d'arrêter un harceleur était de lui montrer que sa cible pouvait rendre les coups. Dehors, Damien et sa bande chahutaient sur le parking, célébrant probablement leur assassinat de réputation réussi. Ils avaient l'air si contents d'eux, si confiants dans leur pouvoir. Aïcha laissa tomber son sac à dos près de l'entrée du lycée et se dirigea vers eux d'un pas déterminé. Il était temps d'avoir cette conversation dont Damien n'arrêtait pas de parler. Mais cette fois, ce serait selon ses conditions. Damien riait encore de l'enregistrement quand il vit Aïcha s'approcher à travers le parking. Son rire s'éteignit quand il remarqua sa démarche déterminée, la façon dont elle avait laissé tomber son sac à dos comme un poids mort. « Tiens, tiens, regardez qui a décidé de venir parler finalement. » Damien se redressa, Jérémy et Théo le flanquant automatiquement. « Prête à t'excuser d'avoir été si peu amicale ?» Aïcha s'arrêta à 3 mètres, sa voix calme et claire. « J'en ai fini avec tes jeux, Damien. Le faux enregistrement, le harcèlement, tout ça. Ça s'arrête maintenant. Oh, ça s'arrête quand je le dis. » La confiance de Damien gonfla avec son public. Quelques élèves s'étaient arrêtés pour regarder, sentant le drame. « Tu crois que tu peux débarquer dans mon lycée et me manquer de respect? Réfléchis bien. » « Ton lycée ?» Aïcha fit un pas de plus. « Aux dernières nouvelles, c'est un établissement public financé par les contribuables, y compris ma mère. » Le visage de Damien rougit. « Ne fais pas l'intelligente avec moi. Tu es en infériorité numérique et surclassé. Va-t'en tant que tu le peux encore. J'ai essayé de m'en aller. Tu m'as suivi. J'ai essayé de t'ignorer. Tu as intensifié. J'ai essayé d'être raisonnable. Encore un pas de plus. Maintenant, on fait ça à ma façon. » Théo fit craquer ses doigts. « Tu es sûr de vouloir faire ça? 3 contre 1, ça ne s'annonce pas bien pour toi. Ni s'en prendre à quelqu'un que vous pensiez incapable de se défendre. » La voix d'Aïcha resta stable, mais sa posture changea légèrement, son poids équilibré sur la pointe des pieds. « Dernière chance, Damien. Accepte de me laisser tranquille, et ça n'aura pas à mal tourner. » Damien rit, le son dur dans l'air de l'après-midi. « Tu es hilarante. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler ta maman. Je vais te donner exactement ce que tu demandes depuis le début. » Au moment où Damien tendit la main vers son bras, Aïcha bougea. Son entraînement se déclencha avec une précision fluide. Elle se dégagea de sa prise en se tordant, saisit son poignet et utilisa son propre élan pour le faire trébucher. Avant qu'il ne puisse se reprendre, son coude heurta son plexus solaire, le pliant en 2. Jérémy se jeta ensuite, frappant sauvagement et avec colère. Aïcha esquiva, lui faucha les jambes et l'envoya s'étaler sur l'asphalte. Théo hésita, réalisant soudain que les choses ne se passaient pas comme prévu. Damien se redressa, respirant difficilement mais furieux. « Tu te crois forte? On va voir ça. » Ce qui suivit fut brutal et efficace. Damien avait la taille et la rage, mais Aïcha avait la technique et 8 ans d'entraînement discipliné. Elle se déplaçait comme l'eau autour de ses tentatives maladroites de l'attraper ou de la frapper, frappant avec précision lorsque des ouvertures apparaissaient. Jérémy et Théo continuaient d'essayer d'aider, mais ne réussissaient qu'à gêner Damien ou à se retrouver eux-mêmes la cible des frappes défensives d'Aïcha. Le combat se déplaça à travers le parking, alors que Damien continuait de charger, de frapper, de refuser de rester à terre. Au moment où cela se termina, Damien face contre terre sur l'asphalte avec le genou d'Aïcha entre ses omoplates, ils avaient parcouru près d'un demi-pâté de maison. Le nez de Damien saignait abondamment. Jérémy soignait un œil enflé et Théo se tenait les côtes avec précaution. « On a fini ?» demanda Aïcha, sa respiration contrôlée malgré l'effort. « Lâche-moi !» haleta Damien. « On a fini ?» répéta-t-elle en appliquant une légère pression. « C'est bon, on a fini. Vous allez me laisser tranquille, tous les 3. Plus de jeux, plus de harcèlement, plus d'enregistrements modifiés. C'est clair ? » « Ouais, c'est clair. » Aïcha le relâcha et recula,
observant Damian se retourner et s'asseoir, le sang coulant de son nez. La petite foule de témoins se tenait dans un silence stupéfait. « Bonne discussion », dit-elle, puis retourna vers le lycée pour récupérer son sac à dos. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment, la principale Martineau terminait des papiers lorsque sa secrétaire frappa. « Madame Martineau, il y a eu une sorte d'incident sur le parking. Des élèves disent qu'il y a eu une bagarre. » La principale Martineau soupira et attrapa sa veste. « C'est grave ? Eh bien, personne n'a appelé d'ambulance, mais vous devriez peut-être voir ça vous-même. » Alors que la principale se dépêchait de sortir, elle trouva Damian Moreau s'essuyant le sang du visage pendant que Jérémie et Théo l'aidaient à se relever. Un groupe d'élèves se tenait à proximité, téléphone sorti, des bavardages excités emplissant l'air. « Que s'est-il passé ici ?» demanda la principale Martineau. « Rien, » marmonna Damien, évitant son regard. « On chahutait juste. »« Damien Moreau, vous saignez. Ce n'est pas chahuter. »« Je suis tombé, » dit rapidement Damien. « Je ne faisais pas attention. J'ai trébuché sur mes propres pieds. » La principale Martineau parut sceptique. Mais avant qu'elle ne puisse insister, Damien et ses amis s'éloignaient, Damien s'appuyant lourdement sur Jérémie pour se soutenir. Le lendemain matin, les rumeurs s'étaient déjà transformées en légendes. Certains disaient qu'Aïcha avait utilisé des armes. D'autres affirmaient qu'elle avait tabassé 5 types. La vérité était déjà assez impressionnante, mais les ragots de lycée n'avaient jamais été limités par les faits. Pendant le 2e cours, Jessica Lefebvre, une élève de seconde à l'énergie nerveuse, s'approcha d'Aïcha à son casier, son amie Ambre juste derrière elle. « Salut !» dit Jessica à voix basse, jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer qu'elle n'était pas entendue. « On peut te parler de quelque chose ?» Aïcha étudia les 2 filles. Jessica avait l'air effrayée, mais déterminée. Ambre semblait prête à détaler au premier signe de problème. « Qu'est-ce qui se passe ? » « On a entendu ce qui s'est passé hier avec Damien et ses amis, » continua Jessica, « et on se demandait, serais-tu d'accord pour nous aider avec quelque chose de similaire ?»« Similaire comment ?» Ambre prit enfin la parole, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Il y a ces types du lycée Rive-Gauche. Ils nous embêtent à l'arrêt de bus après les cours. Hier, ils... » Elle s'interrompit, regardant Jessica. « Ils ont attrapé le sac à dos d'Ambre et ont tout vidé. » termina Jessica. Ils l'ont traité de noms vraiment horribles. Ils ont dit qu'ils reviendraient aujourd'hui pour continuer la conversation. Aïcha ferma son casier et se tourna pour leur faire face complètement. « Qu'est-ce que vous me demandez exactement de faire ? Viendrais-tu avec nous à l'arrêt de bus aujourd'hui ?» La voix de Jessica vacillait entre espoir et peur. « Peut-être que s'ils te voient là, ils nous laisseront tranquilles. » Aïcha regarda leurs visages effrayés et pensa au nez ensanglanté de Damian, à l'enregistrement modifié, à chaque petite humiliation qui avait mené à la confrontation de la veille. « À quelle heure arrive votre bus ?» À 15h15, Aïcha se rendit à l'arrêt de bus de la rue des Érables avec Jessica et Ambre. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres entre les maisons et une brise fraîche bruissait dans les feuilles au-dessus. Les 2 filles restaient proches d'elle, leur énergie nerveuse presque palpable. « Ils arrivent généralement vers 15h20, » chuchota Jessica en vérifiant son téléphone. « Le bus n'arrive pas avant 15h45, donc ils ont tout le temps de... »« De quoi, exactement ?» demanda Aïcha. La voix d'Ambre tremblait légèrement. « Hier, ils nous ont encerclés. Ils ont dit qu'on avait l'air seul et qu'on avait besoin de compagnie. Quand j'ai essayé de m'éloigner, l'un d'eux m'a attrapé le bras et a dit que j'étais impoli. Puis ils ont vidé mon sac à dos et nous ont obligés à tout ramasser pendant qu'ils regardaient, » ajouta Jessica. « Ils ont dit que si on le disait à quelqu'un, ils s'assureraient qu'on le regrette. » Aïcha hocha la tête, ses yeux scrutant la rue. « Combien sont-ils » ? 3. Brandon est le chef, un grand type aux cheveux décolorés. Kevin a des tatouages sur les manches et Dylan est celui qui a attrapé Ambre. À 15h22 précise, une Camaro déglinguée tourna dans la rue des Érables, la musique s'échappant à plein volume de ses haut-parleurs. La voiture ralentit en approchant de l'arrêt de bus,
et 3 types en sortirent avec l'assurance de ceux à qui le quartier appartient. Brandon repéra immédiatement Aïcha, ses yeux se plissant de confusion. « C'est qui la nouvelle ?»« Personne, » dit rapidement Jessica. « On attend juste le bus. » Kevin rit, contractant les tatouages qui couvraient ses avant-bras. « On dirait bien quelqu'un, moi. On dirait quelqu'un qui n'a rien à faire dans ce quartier. » Dylan s'approcha d'Ambre qui se plaça instinctivement derrière Aïcha. « T'as ramené des renforts, ma belle? Ce n'est pas très amical. » « En fait, » dit Aïcha, sa voix portant clairement dans la rue calme, « je suis ici pour avoir une conversation avec vous trois. » Les sourcils de Brandon se haussèrent. « Une conversation? À propos de quoi? » « À propos du fait que vous allez laisser ces filles tranquilles à partir de maintenant. » Les 3 garçons échangèrent des regards avant d'éclater de rire. Kevin s'essuya les yeux de façon dramatique. « Oh, ça c'est la meilleure. La cavalerie se compose d'une fille qui se croit forte. »« Je ne crois rien du tout, » répliqua calmement Aïcha. « Je vous informe simplement que votre harcèlement prend fin aujourd'hui. » Dylan s'approcha encore plus d'Ambre, envahissant délibérément son espace. « Et si on n'a pas envie que ça se termine? Alors vous découvrirez que certaines personnes ne sont pas des cibles faciles. » Brandon se déplaça pour flanquer Aïcha sur sa gauche, tandis que Kevin prenait la droite. « Tu sais quoi? Tu me plais. Tu as du cran. Pourquoi tu ne laisses pas tomber ces minables et tu ne traînes pas avec de vrais hommes? Ça ne m'intéresse pas de traîner avec des garçons qui terrorisent des enfants. » « Des enfants ?» La voix de Dylan devint méchante. « Ce ne sont pas des enfants. Elles sont assez grandes pour apprendre le respect. » Il tendit la main pour attraper l'épaule d'Ambre, et c'est à ce moment-là qu'Aïcha bougea. Sa main gauche intercepta le bras tendu de Dylan, le tordant loin d'Ambre, tandis que sa main droite frappait son poignet. Dylan poussa un cri et recula en titubant, berçant son bras. « Qu'est-ce que… » Kevin s'avança, mais Aïcha se repositionnait déjà. « Dernier avertissement, » dit-elle, sa posture équilibrée et prête. « Partez !» Au lieu de cela, Brandon chargea depuis sa gauche, tandis que Kevin venait de la droite. Aïcha se baissa rapidement, fauchant les jambes de Brandon tout en pivotant pour attraper Kevin d'un coup de coude au plexus. Les 2 garçons tombèrent lourdement au sol. Dylan, toujours en train de soigner son poignet, sortit son téléphone. « Espèce de folle! J'appelle les flics !»« Vas-y !» dit Aïcha sans quitter des yeux Brandon et Kevin, qui luttaient pour se relever. « Dis-leur que 3 lycéens se sont fait tabasser en essayant d'agresser 2 filles plus jeunes. Je suis sûr que ça se passera bien pour vous. » Derrière son téléphone, Jessica avait enregistré toute la rencontre. « J'ai tout filmé, » dit-elle, sa voix plus forte maintenant, y compris le moment où Dylan a essayé d'attraper Ambre. Brandon s'essuya le sang de sa lèvre fendue, fusillant Aïcha du regard avec un respect nouveau et de la colère. « Tu n'as aucune idée à qui tu t'attaques. 3 lâches qui s'en prennent à des filles plus petites qu'eux? Si, j'ai une assez bonne idée. » Kevin regagna la voiture en boitant, son assurance de dur à cuire complètement dégonflée. « Ce n'est pas fini. »« Si, c'est fini, » dit fermement Aïcha. « Si je vois l'un de vous près de ces filles à nouveau, notre prochaine conversation ne sera pas aussi polie. » Dylan commença à dire quelque chose, mais Brandon lui attrapa le bras. « Viens, on s'en va d'ici. » Alors que la Camaro s'éloignait en faisant crisser ses pneus, Jessica baissa son téléphone avec des mains tremblantes. « Oh mon Dieu, c'était incroyable! Vous allez bien toutes les deux ?» demanda Aïcha, son attention revenant aux filles. Ambre hocha la tête, des larmes de soulagement aux yeux. « Merci. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Il comptait sur le fait que vous seriez trop effrayés pour vous défendre, » dit Aïcha. « Les harceleurs comptent toujours là-dessus. » Le bus tourna au coin de la rue, ses freins sifflant alors qu'il approchait de l'arrêt. En montant à bord, Jessica téléchargeait déjà la vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux. « Tout le monde doit voir ça, » dit-elle avec enthousiasme. « Tout le monde doit savoir que quelqu'un se dresse enfin contre ces salauds. » Aïcha s'installa sur un siège, ignorant que la vidéo de Jessica serait partagée des centaines de fois avant le dîner,
la propulsant de légende locale à sensation virale du jour au lendemain. À 19 heures, la vidéo de Jessica avait été partagée plus de 300 fois. À 21 heures, elle avait atteint 1 millier. La légende disait « Une fille affronte des harceleurs qui importunent des élèves à un arrêt de bus. Enfin quelqu'un riposte. » Les commentaires affluèrent d'élèves de 3 districts scolaires différents. Des histoires de harcèlement, d'intimidation et d'abus qui avaient été chuchotés dans les couloirs trouvèrent soudainement un forum public. C'est la fille qui a tabassé Damien Moreau aussi. Il était temps que quelqu'un tienne tête à la bande de Rive Gauche. Elle devrait donner des cours d'autodéfense. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Damien Moreau était assis dans sa chambre avec une poche de glace pressée contre son nez encore enflé, regardant la vidéo pour la 5e fois. Son téléphone vibrait de notifications, des amis lui envoyant le lien, demandant si c'était la même fille qui l'avait humilié. « Ça ne peut pas arriver », marmonna-t-il en faisant défiler les commentaires. Quelqu'un avait déjà fait le lien, parlant de sa propre rencontre avec Aïcha sur le parking du lycée. Son téléphone sonna. Le nom de Jérémy s'afficha à l'écran. « Tu vois ça ?» La voix de Jérémy était tendue de colère. « Tout le monde voit ça. Mon père me pose déjà des questions sur pourquoi j'ai l'air d'avoir été heurté par un camion. Il y a un des... Elle nous fait passer pour des idiots complets. D'abord nous, maintenant les types de Rive Gauche. Les gens la qualifient de super-héroïne. » La mâchoire de Damien se serra. Ce n'est pas une super-héroïne. Elle a juste eu de la chance 2 fois. Au même moment, à Rive Gauche, Brandon Mercier avait une conversation similaire avec sa bande. « Comment on a pu avoir l'air si faible ?» demanda Kevin, arpentant son garage pendant que Dylan soignait son poignet toujours douloureux. « 3 contre une fille, et on s'est fait démolir. Parce qu'elle savait se battre, et qu'on ne s'y attendait pas, » dit Brandon, mais sa voix manquait de conviction. Dylan relança la vidéo. « Regardez ça. Elle n'a même pas l'air essoufflée après. Et maintenant tout le monde nous traite de lâches et de harceleurs. »« On est des harceleurs, » lança Kevin. « C'est le but. La peur maintient les gens dans le rang. Mais si le mot se répand qu'une lycéenne peut nous mettre KO, notre réputation est fichue, » termina Brandon. « Personne ne va nous respecter après ça. » De retour au lycée Montaigne, la vidéo virale créait un autre type de chaos. Les élèves qui avaient souffert en silence trouvaient soudain leur voix. La principale Martineau arriva au lycée lundi matin pour trouver sa messagerie vocale pleine de messages de parents. Certains exigeaient qu'Aïcha soit renvoyée pour violence. D'autres la louaient pour avoir protégé leurs enfants. La plupart voulaient savoir pourquoi le lycée ne s'occupait pas déjà du harcèlement que leurs enfants signalaient. Sa secrétaire, Madame Tran, lui tendit une pile de rapports d'incidents qui avaient été soumis pendant le week-end. 12 élèves se sont manifestés avec des plaintes de harcèlement. Tous mentionnent avoir vu la vidéo et décidé qu'ils ne pouvaient plus se taire. La principale Martineau parcourut les rapports, son expression devenant plus troublée à chaque page. Comment n'avons-nous pas su cela? Certains de ces incidents se sont produits hors du campus. D'autres, eh bien, les élèves disent qu'ils les ont signalés, mais que rien n'a été fait. Pendant le premier cours, Aïcha se retrouva entourée d'élèves qui voulaient la remercier, lui poser des questions, ou simplement être près de quelqu'un qui avait tenu tête au système qui les avait laissés tomber. « Tu es comme une héroïne d'action réelle », dit un élève de seconde nommé Dany, dont le propre rapport détaillait des mois de harcèlement par des élèves plus âgés. « Je ne suis pas une héroïne », répondit Aïcha. « J'en avais juste marre qu'on me bouscule. » Mais alors même que les élèves célébraient ces actions, l'administration se démenait pour contrôler le récit. La principale Martineau convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de l'école, où la conversation tourna rapidement à la gestion de crise. « L'incident s'est produit hors de l'enceinte de l'école », insista M. Valois, président du conseil. « Nous pouvons nous distancier complètement de cela. » « Le pouvons-nous » La principale Martineau afficha la vidéo sur son ordinateur portable. « Parce que la moitié des commentaires portent sur le fait que notre lycée a un problème de harcèlement que nous avons ignoré. » M. Jean, membre du conseil,
se pencha en avant. « Que suggérez-vous » ? « Je suggère que nous devrions peut-être écouter ce que ces élèves disent, au lieu de nous inquiéter de notre image. » La réunion s'envenima alors que les membres du conseil débattaient de l'opportunité de soutenir Aïcha ou de la suspendre pour s'être battue. Pendant ce temps, une pétition de parents circulait en ligne, exigeant que le lycée mette en place une formation à l'autodéfense et une meilleure protection pour les élèves. À l'heure du déjeuner, plus de 50 élèves s'étaient inscrits à un groupe de soutien que Jessica avait organisé. La mission du groupe était simple: créer un espace sûr pour les élèves ayant subi du harcèlement et plaider pour de meilleures politiques de protection. En traversant les couloirs, Aïcha remarqua le changement d'atmosphère. Les élèves qui évitaient autrefois son regard hochèrent maintenant la tête avec respect. Les professeurs qui ignoraient auparavant le harcèlement subtil étaient soudainement plus vigilants. Mais elle remarqua aussi Damien et ses amis la regardant avec une haine non dissimulée. Et elle sut que si elle avait gagné 2 batailles, la guerre était loin d'être terminée. La vidéo virale lui avait donné une plateforme et des partisans, mais elle avait aussi peint une cible sur son dos, plus grande que jamais. Mardi matin, Aïcha fut convoquée au bureau de la principale avant le premier cours. La principale Martineau était assise derrière son bureau, l'expression tendue de quelqu'un qui avait passé trop de temps éveillé à gérer des appels téléphoniques. « Veuillez vous asseoir. » La principale Martineau désigna la chaise en face d'elle. « Nous devons discuter de ce qui s'est passé à l'arrêt de bus. Des élèves se faisaient harceler. Je les ai aidés, en vous engageant dans des violences physiques hors de l'enceinte de l'école. » La principale Martineau ouvrit un dossier sur son bureau. « J'ai reçu 17 appels de parents depuis hier. Certains veulent que vous soyez renvoyés, d'autres que vous receviez une médaille. Le conseil d'administration se réunit ce soir pour décider comment gérer cette situation. » Aïcha garda une voix égale. « Gérer quelle situation? J'ai défendu 2 élèves contre une agression. Vous avez tabassé 3 garçons et posté ça en ligne. Je n'ai rien posté. Et ces garçons terrorisaient des élèves de ce lycée. » La principale Martineau se frotta les tempes. « Aïcha, je comprends votre frustration. Mais la justice personnelle n'est pas la solution. Nous avons des procédures, des protocoles. Vos procédures n'ont pas empêché Damien Moreau de me harceler pendant 1 semaine. Vos protocoles n'ont pas protégé Jessica et Ambre d'être attrapées et menacées. Ce n'est pas... » commença la principale Martineau, puis s'arrêta. « Écoutez, j'essaie de vous aider ici. Le conseil d'administration veut que cette affaire disparaisse discrètement. Si vous acceptez d'arrêter les interventions physiques, nous pourrons probablement éviter une suspension. Et si je n'accepte pas, alors nous devrons envisager des conséquences plus sérieuses. » Aïcha se leva. « C'est tout? S'il vous plaît, réfléchissez à ce que j'ai dit. Cette voie que vous suivez, elle n'est pas viable. » En quittant le bureau, Aïcha trouva Dani et 3 autres élèves qui l'attendaient dans le couloir. « On a entendu que tu avais été convoqué, » dit Dani nerveusement. « Tu as des ennuis? Peut-être. » Aïcha commença à marcher vers son casier. « Pourquoi? » « Parce qu'on voulait te demander quelque chose. » Dani se dépêcha de la suivre. « On en parlait entre nous, et on se demandait, voudrais-tu nous apprendre ce que tu sais? » Aïcha s'arrêta de marcher. « Vous apprendre quoi? Comment riposter? Comment nous défendre ?» La voix de Dani devint plus forte. « On me bouscule depuis la 5e. Hier, pour la première fois, personne ne m'a embêté. Ils ont tous peur que tu regardes peut-être. Ça ne durera pas éternellement. » Exactement. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous protéger. Une fille nommée Sarah s'avança. « Mon grand frère va à rive gauche. Il dit que ces garçons que tu as affrontés préparent quelque chose. Ils sont embarrassés et en colère. » Quel genre de quelque chose? Il n'a pas voulu dire. Mais il m'a prévenu d'être prudente en rentrant chez moi. Pendant ce temps, dans le bureau du gymnase, le coach Ribeiro avait sa propre conversation difficile avec la principale Martineau. « Vous voulez que je lui interdise d'utiliser le gymnase ?» Le coach Ribeiro croisa les bras. « Pourquoi ? » « Pour avoir lancé un programme d'arts martiaux non autorisé. Des parents appellent ça un club de combat. Avez-vous vu ce qu'elle fait réellement ?
Elle apprend aux enfants à se défendre. Des mouvements de base, le renforcement de la confiance. C'est exactement ce dont la moitié de ses élèves ont besoin. La principale Martineau soupira. Rien que la responsabilité civile est moindre que ce à quoi nous serons confrontés quand l'un de ces incidents de harcèlement se transformera en quelque chose de pire. Le coach Ribeiro se pencha en avant. « Sarah, j'enseigne ici depuis 12 ans. Je n'ai jamais vu d'élèves aussi engagés dans l'activité physique que cette semaine. Le conseil d'administration ne voit pas les choses de cette façon. Alors peut-être que le conseil d'administration doit passer un peu de temps dans les couloirs, à regarder comment ces jeunes interagissent maintenant, à regarder comment les harceleurs trouvent soudainement d'autres choses à faire de leur temps. » Cet après-midi-là, Aïcha arriva au gymnase pour trouver 30 élèves qui l'attendaient. La nouvelle s'était répandue malgré les préoccupations de l'administration. Des élèves qui ne s'étaient jamais parlé étaient unis par des expériences communes de harcèlement et un désir de changer leur situation. « J'ai parlé à la principale Martineau », annonça Aïcha. « Le conseil d'administration ne veut pas que nous nous réunissions ici. » Des murmures déçus parcoururent le groupe. Cependant, continua Aïcha, c'est techniquement après les heures de cours et le coach Ribeiro nous a donné la permission d'utiliser l'espace. Le coach Ribeiro sortit de son bureau. En ce qui me concerne, c'est un club de fitness axé sur l'autodéfense et le renforcement de la confiance, complètement conforme aux directives de l'école. Les élèves éclatèrent en acclamations, mais Aïcha leva la main pour demander le silence. Avant de commencer, tout le monde doit comprendre quelque chose. Il ne s'agit pas de se battre. Il s'agit d'avoir les compétences et la confiance nécessaires pour se protéger et protéger les autres. On ne cherche pas les ennuis, mais on ne les fuit pas non plus. Alors qu'elle commençait à enseigner les postures défensives de base, elle remarqua Damien et Jérémie qui observaient à travers les portes vitrées du gymnase. Leurs expressions mêlaient colère et quelque chose qui aurait pu être de la peur. Damien se tourna vers Jérémie. « Regarde-les. Elle est en train de monter une armée. Qu'est-ce qu'on fait à ce sujet ?» Le sourire de Damien était froid. « On s'assure que tout le monde comprenne que les actions ont des conséquences. » À l'intérieur du gymnase, les élèves s'entraînaient à se libérer de prises de poignets et à des techniques de désescalade verbale, ignorant que leur confiance retrouvée était perçue comme une menace directe par ceux qui avaient profité de leur peur. Vendredi, le programme d'autodéfense d'Aïcha comptait plus de 60 élèves. Le coin du gymnase bourdonnait d'activités, alors que les adolescents s'entraînaient à s'échapper de prises, à renforcer leur confiance et à apprendre à projeter la force par le langage corporel. « Rappelez-vous », lança Aïcha au groupe, « le but est toujours de désamorcer la situation et de s'échapper en toute sécurité. Se battre est le dernier recours, pas la première option. » Sarah, qui était discrète et renfermée une semaine auparavant, se tenait maintenant plus droite, en s'entraînant au mouvement défensif. « Je n'arrive pas à croire à quel point je me sens différente, » dit-elle à Dani pendant une pause boisson. « Comme si j'avais enfin un certain contrôle sur ce qui m'arrive. »« Pareil, » répondit Dani, essuyant la sueur de son front. « Hier, quand ces terminales ont essayé de m'embêter dans le couloir, je les ai juste regardés dans les yeux, et j'ai continué à marcher. Ils ont reculé. » Le coach Ribeiro observait depuis son bureau, prenant des notes pour son rapport à la principale Martineau. La transformation de ses élèves était remarquable, pas seulement physiquement, mais dans toute leur attitude. Ils marchaient plus grands, parlaient avec plus de confiance et semblaient se soutenir mutuellement d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Mais tandis que le programme prospérait à l'intérieur du gymnase, des forces extérieures se mobilisaient contre lui. Ce même vendredi soir, Damien Moreau était assis dans sa voiture sur le parking d'un restaurant ouvert 24h24, en périphérie de la ville, attendant. Son nez avait guéri, mais sa fierté restait brisée. La vidéo de son humiliation avait été vue plus de 10 000 fois, avec des commentaires qui lui retournaient l'estomac. À 20h30, une Camaro déglinguée se gara sur la place de parking à côté de la sienne. Brandon Mercier en sortit, suivi de Kevin et Dylan, tous trois semblant aussi en colère et frustrés que Damien.
Oh, vous en avez mis du temps, dit Damien, alors qu'il se glissait dans la banquette en face de lui et de Jérémie. Il fallait s'assurer que personne ne nous suive, répondit Brandon, la voix tendue. On ne peut pas se permettre d'autres vidéos virales. Théo se tortilla mal à l'aise. Je pense toujours que c'est une mauvaise idée. Et si quelqu'un découvre qu'on travaille ensemble? Personne ne le découvrira, lança Damien. À moins que tu ne prévoies de vendre la mèche. Kevin se pencha en avant. Écoutez, on a tous le même problème. Cette fille nous a fait passer pour des faibles, et maintenant tout le monde pense qu'ils peuvent nous tenir tête. Notre réputation est fichue. C'est pire que ça, ajouta Jérémie. Elle apprend à d'autres jeunes à se défendre. Hier, un élève de 3e a riposté quand j'ai essayé de l'embêter. Un 3e? Dylan hocha la tête avec colère. La même chose se passe dans notre lycée. Des jeunes qui donnaient leur argent de cantine ont soudainement du cran. Damian sortit son téléphone et leur montra une vidéo de la séance d'entraînement de l'après-midi. 60 jeunes. Elle a 60 jeunes qui apprennent à se battre. Dans un mois, ils seront 100. Alors, quel est ton plan? Demanda Brandon. Le sourire de Damien était froid et calculateur. On ne peut plus la toucher physiquement. Trop de gens qui regardent, trop de caméras. Mais on peut la détruire légalement. Comment? Accusation d'agression. Mon père connaît des gens dans le système judiciaire. On dépose des plaintes à la police. On prétend qu'elle nous a attaqués sans provocation. La faire arrêter, expulser, peut-être même envoyer en centre de détention pour mineurs. Kevin fronça les sourcils. Mais il y a des preuves vidéo de ce qui s'est réellement passé. Les vidéos peuvent être mal interprétées, dit Damien d'un ton suave. Surtout quand vous avez le bon avocat pour les expliquer à un juge. Mon père a déjà parlé à notre avocat de famille. Et pour l'histoire de l'arrêt de bus? Demanda Dylan. Cette vidéo est partout? 3 lycéens contre une fille? On prétendra qu'elle était armée, qu'on se défendait. Qui va croire qu'on essayait vraiment de faire du mal à ces filles de seconde? Jérémie hocha lentement la tête. Et une fois qu'elle sera arrêtée, son petit club de combat s'effondrera. Les jeunes recommenceront à avoir peur, et nous reprendrons le contrôle. Brandon parut sceptique. Ça pourrait se retourner contre nous? Et si les gens ne nous croient pas? Ils nous croiront, dit Damien avec confiance. Parce que ma famille a de l'influence dans cette ville, et la sienne non. Parce que nous sommes les victimes ici, pas elle. Les 6 garçons passèrent l'heure suivante à planifier leur stratégie. Ils coordonneraient leurs histoires, déposeraient des plaintes simultanément et présenteraient un front uni affirmant qu'Aïcha Diallo était une personne dangereuse qui avait attaqué des élèves innocents sans provocation. Pendant ce temps, de retour au lycée, Aïcha terminait la séance d'entraînement, ignorant le piège juridique qui lui était tendu. « Même heure lundi ?» demanda Sarah, alors que les élèves rassemblaient leurs affaires. « Absolument !» répondit Aïcha. « Et rappelez-vous, pratiquez votre conscience situationnelle pendant le week-end. Faites confiance à votre instinct. » Alors que les élèves sortaient en bavardant avec enthousiasme de leur progrès, le coach Ribeiro s'approcha d'Aïcha. « Tu as fait quelque chose de spécial ici, » dit-il à voix basse. « Ces jeunes sont différents, plus forts. Ils ont toujours été forts, » répondit Aïcha. « Ils avaient juste besoin de s'en souvenir. Fais attention cependant. Un tel changement rend certaines personnes nerveuses, surtout celles qui profitent de l'ancien système. » Aïcha hocha la tête, rassemblant ses propres affaires. Elle avait senti la tension monter toute la semaine. La façon dont Damien et ses amis la regardaient. Les conversations chuchotées qui cessaient à son approche. Le sentiment que quelque chose se tramait sous la surface. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la tempête était sur le point d'éclater et qu'elle mettrait à l'épreuve non seulement ses compétences de combat, mais aussi sa foi en la justice elle-même. Lundi matin, le docteur Aminata Diallo reçut l'appel qui changea tout. Elle examinait des dossiers de patients à l'hôpital lorsque son téléphone sonna avec un numéro inconnu. « Docteur Diallo, ici le sergent Hubert du commissariat de police de Montaigne. Nous avons besoin que vous veniez au poste avec votre fille. »
Le sang d'Aminata se glaça. Aïcha est blessée? Que s'est-il passé? Elle n'est pas blessée, madame, mais des accusations d'agression ont été portées contre elle. Nous devons l'amener pour interrogatoire. Des accusations d'agression? C'est impossible. Ma fille ne... Madame, nous avons 6 plaignants. Je vous suggère de contacter un avocat. Les mains d'Aminata tremblaient alors qu'elle appelait le lycée d'Aïcha, puis son propre superviseur pour demander un congé d'urgence. Au moment où elle atteignit le lycée Montaigne, la police attendait déjà dans le bureau de la principale. La principale Martineau avait l'air accablée en expliquant la situation. 6 garçons de 2 lycées différents ont déposé des plaintes formelles affirmant qu'Aïcha les avait attaqués sans provocation. « C'est ridicule », dit fermement Aminata. Ma fille se défendait et protégeait d'autres élèves. « Les plaignants racontent une histoire différente », dit le sergent Hubert, consultant ses notes. Ils affirment qu'elle cible et agresse systématiquement des élèves masculins. Ils demandent des ordonnances restrictives. Lorsqu'Aïcha fut appelée au bureau, son calme habituel vacilla pour la première fois depuis son transfert à Montaigne. En voyant le visage inquiet de sa mère et l'expression sévère du policier, elle comprit que la vengeance de Damien avait pris une forme qu'elle n'avait pas anticipée. « Suis-je en état d'arrestation » demanda-t-elle à voix basse. « Pas encore », répondit le sergent Hubert. « Mais vous devez venir au poste pour interrogatoire. Votre mère peut vous accompagner. » Alors que la nouvelle se répandait dans le lycée qu'Aïcha avait été emmenée par la police, le corps étudiant explosa en un chaos organisé. Jessica Lefebvre fondit en larmes en apprenant la nouvelle. « C'est ma faute », sanglota-t-elle à Sarah. « Si je n'avais pas posté cette vidéo… » « Non », dit fermement Sarah, se surprenant elle-même par sa propre force. « C'est la faute de Damien, et de Brandon, et de tous les autres harceleurs qui ne supportent pas que quelqu'un leur ait enfin tenu tête. » En moins d'1 heure, les élèves s'organisaient. Dany créa un groupe de discussion appelé « Justice pour Aïcha », qui atteignit plus de 200 membres en 30 minutes. Les vidéos de l'incident de l'arrêt de bus furent repostées avec des explications détaillées de ce qui s'était réellement passé. Malik Traoré, qui avait essayé d'avertir Aïcha des semaines auparavant, se retrouva à diriger une manifestation improvisée dans la cafétéria du lycée. « Ils essaient de la détruire pour nous avoir protégés », annonça-t-il à quiconque voulait bien l'entendre. « Pour nous avoir donné le courage de nous protéger nous-mêmes ?» Pendant ce temps, au poste de police, Aïcha était assise dans une salle d'interrogatoire avec sa mère et l'avocate commise d'office qu'Aminata avait contactée à la hâte, Maître Leclerc. « Dites-moi exactement ce qui s'est passé », dit Maître Leclerc, en commençant par votre premier jour au lycée. Aïcha raconta tout. La demande de raquette de Damian, le harcèlement croissant, l'enregistrement modifié, la confrontation sur le parking et l'incident de l'arrêt de bus. Sa mère écoutait avec une colère grandissante, alors que des détails qu'Aïcha n'avait jamais partagés émergeaient. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça ?» demanda Aminata, la douleur évidente dans sa voix. « Parce que je pensais pouvoir gérer ça moi-même. Et parce que je savais que si tu te plaignais au lycée, ça ne ferait qu'empirer les choses. » Maître Leclerc prenait des notes furieusement. « Avez-vous des preuves de ce harcèlement ?»« Quelques-unes. J'ai pris des photos de ce qu'ils ont fait à mon casier. Il pourrait y avoir des enregistrements de vidéosurveillance de certains incidents. » De retour au lycée, le coach Ribeiro avait sa propre conversation animée avec la principale Martineau. « Vous savez que c'est mal, » dit-il, sa voix tendue par une colère contenue. « Vous avez vu ce que cette fille a fait pour nos élèves, la confiance qu'elle leur a donnée, la façon dont elle les a aidés à se défendre. J'ai les mains liées, » répondit la principale Martineau. 6 familles ont déposé plainte. Le conseil d'administration est en mode crise, parce qu'il s'inquiète plus des procès que de faire ce qui est juste. Coach Ribeiro. Non, laissez-moi finir. J'ai vu Damien Moreau et ses amis terroriser des élèves pendant des années. J'ai déposé des rapports, recommandé des interventions, suggéré des conséquences. Et que s'est-il passé? Rien. Mais une fille leur tient tête
et soudain tout le monde s'inquiète de la violence dans les écoles. La conversation fut interrompue par un coup à la porte. Madame Tran entra, l'air débordé. « Principal Martineau ?» Il y a environ 50 élèves dans le hall principal avec des pancartes. Ils exigent que les charges contre Aïcha soient abandonnées. Des pancartes? Quel genre de pancartes? Justice pour Aïcha. Arrêtez de protéger les harceleurs. Elle nous a défendus. Et il y a aussi des parents qui arrivent. Beaucoup de parents. La principale Martineau ferma les yeux. Appelez le président du conseil d'administration. Dites-lui que nous avons une situation. Alors que la manifestation grandissait à l'extérieur, le docteur Diallo était assise à côté de sa fille au poste de police, regardant son enfant faire face aux conséquences pour avoir eu le courage de se dresser contre l'injustice. « Quoi qu'il arrive, » murmura Aminata, « je suis fier de toi. » Aïcha serra la main de sa mère, sachant que le combat pour sa liberté ne faisait que commencer, mais sachant aussi qu'elle ne se battait plus seule. 2 semaines plus tard, la veille du procès, Aïcha était assise à la table de sa cuisine, révisant son témoignage avec Maître Leclerc. L'avocate était devenue une ardente défenseure, travaillant pro bono après avoir vu les preuves du harcèlement systématique. « Rappelez-vous, » dit Maître Leclerc, tapotant son stylo contre son bloc-notes juridique. « Tenez-vous-en aux faits. Ne laissez pas leur avocat vous provoquer à la colère. C'est exactement ce qu'ils veulent. » « Et si le juge ne me croit pas ?» demanda Aïcha, exprimant la peur qui l'avait empêché de dormir pendant des nuits. « Alors nous ferons appel. Mais je pense que vous serez surprise par le soutien que vous avez. » Le docteur Diallo entra dans la cuisine, portant une boîte d'emails imprimée. « Ceux-ci sont juste d'aujourd'hui, » dit-elle en la posant lourdement. Des lettres de soutien de parents, d'élèves, même d'enseignants d'autres écoles qui ont entendu parler de l'affaire. Maître Leclerc sourit. Le bureau du procureur reçoit une correspondance similaire. L'opinion publique est fortement en votre faveur. De l'autre côté de la ville, Damien Moreau avait une conversation très différente avec l'avocat de son père, Maître Boissard, un homme élégamment vêtu aux yeux froids et à la montre coûteuse. « Je veux que vous compreniez quelque chose, » dit Boissard, sa voix tranchant la tension dans le salon de la famille Moreau. Si des incohérences apparaissent dans votre témoignage demain, toute cette affaire s'effondre. Damian se tortilla mal à l'aise. Il n'y aura pas d'incohérence. Il vaudrait mieux. Parce que, s'il s'avère que vous avez menti, les accusations d'agression seront le cadet de vos soucis. Faire de fausses déclarations à la police est un crime. Jérémy et Théo échangèrent des regards nerveux depuis leur siège sur le canapé en cuir. Le poids de ce qu'ils avaient fait commençait à se faire sentir à l'approche du procès. « Et les vidéos ?» demanda faiblement Théo. « Les gens vont voir ce qui s'est réellement passé. Les vidéos peuvent être sorties de leur contexte, » répliqua suavement Boissard. « C'est pourquoi nous insistons sur le schéma de comportement violent. 6 incidents distincts rendent plus difficile de plaider la légitime défense. » Pendant ce temps, Brandon Mercier faisait face à sa propre crise de confiance lors de la réunion d'urgence des garçons de Rive-Gauche. « Je commence à penser qu'on a fait une erreur, » dit Dylan, arpentant le garage de Kevin. « Et s'ils ont des preuves dont on n'est pas au courant ?»« Comme quoi ?» lança Brandon, mais sa voix manquait de son autorité habituelle. « Des caméras de sécurité, des témoins, je ne sais pas. Mais toute cette histoire semble nous échapper. » Kevin hocha la tête sombrement. « Mon père dit que si on perd cette affaire, on pourrait faire face à des accusations de parjure. Il parle d'engager notre propre avocat. »« Ton père a raison de s'inquiéter, » dit Dylan. « Parce que j'ai entendu quelque chose aujourd'hui. Apparemment, il y aura une 20aine d'élèves qui témoigneront pour elle demain. » De retour au lycée Montaigne, ces 20 élèves se rassemblaient dans la bibliothèque de l'école pour une dernière séance de préparation organisée par Malik Traoré et Jessica Lefebvre. « Rappelez-vous, » s'adressa Malik au groupe. « Dites simplement la vérité sur ce que vous avez vu et vécu. N'exagérez pas. N'ajoutez pas de détails dont vous n'êtes pas sûr. » Sarah leva la main. « Et s'ils essaient de nous faire passer pour des menteurs? Alors nous restons calmes, et nous nous en tenons à nos histoires, »
répondit Jessica. Parce que nos histoires sont vraies. Danny hocha la tête fermement. J'ai été harcelé par Damien pendant 3 ans. Demain, j'aurai enfin l'occasion de dire à quelqu'un en position d'autorité ce que c'était. Le coach Ribeiro, qui avait écouté du fond de la salle, s'avança. Je veux que vous sachiez tous à quel point je suis fier de votre courage. Témoigner au tribunal demande le même genre de bravoure qu'Aïcha a montré sur ce parking. Témoignerez-vous aussi, coach? Demanda Sarah. Je le ferai. Et la principale Martineau aussi, bien qu'elle ne le sache pas encore. Le groupe parut surpris. Malik fronça les sourcils. Elle va témoigner pour Aïcha? Elle va témoigner sur les rapports de harcèlement qui ont été déposés et ignorés, le schéma de comportement qui a conduit à cette situation. Maître Leclerc l'a assigné à comparaître cet après-midi. Alors que la réunion se terminait, les élèves se firent des accolades, sachant que demain déterminerait non seulement le sort d'Aïcha, mais aussi l'avenir de la culture de leur lycée. Cette nuit-là, Aïcha resta éveillée, fixant le plafond, pensant à tout ce qui l'avait conduite à ce moment. 8 mois plus tôt, elle était une jeune fille discrète à Marseille, concentrée sur son entraînement et ses études. Maintenant, elle était au centre d'une bataille juridique qui avait divisé sa nouvelle communauté. Son téléphone vibra avec un texto de Jessica. « Quoi qu'il arrive demain, tu as tout changé ici. » « Merci. » Des messages similaires arrivaient toute la soirée de la part d'élèves qu'elle avait aidés, de parents dont les enfants avaient trouvé leur voie, et même d'inconnus qui avaient vu les vidéos virales et avaient été inspirés par son courage. À 2 heures du matin, elle s'endormit enfin, sachant que dans 8 heures, elle entrerait dans cette salle d'audience portant les espoirs et les craintes de tous ceux qui avaient déjà été harcelés, de tous ceux à qui on avait dit de se taire, de tous ceux qui croyaient que défendre ce qui est juste valait le risque. Le procès déterminerait son sort juridique, mais le véritable verdict avait déjà été rendu par sa communauté. Elle leur avait donné le courage de croire en la justice. Le palais de justice de Montaigne bourdonnait de tension alors que les sympathisants remplissaient chaque siège disponible. Élèves, parents et membres de la communauté étaient arrivés tôt, créant une file qui s'étendait autour du bâtiment. La juge, Pauline Thomas, une femme sévère d'une 50aine d'années, ouvrit la séance à 9 heures précises. L'état contre Aïcha Diallo, accusation d'agression au 2e degré, annonça-t-elle. Maître Boissard, vous pouvez présenter votre déclaration liminaire. L'avocat de Damien se leva avec assurance, son costume coûteux commandant l'attention. Votre honneur, cette affaire concerne un schéma de violence non provoquée perpétré par l'accusé contre 6 jeunes hommes innocents. Nous démontrerons qu'Aïcha Diallo a systématiquement ciblé et agressé mes clients, causant des dommages physiques et un traumatisme émotionnel. Il désigna Damien, qui était assis la tête baissée, jouant la victime. Ces garçons menaient simplement leur vie quotidienne lorsqu'ils sont devenus les cibles de l'agressivité de l'accusé. Les preuves montreront qu'elle est une personne dangereuse, qui utilise son entraînement en arts martiaux pour intimider et nuire aux autres. Maître Leclerc se leva pour la défense, sa voix claire et forte. Votre honneur, ce que nous avons ici n'est pas un cas d'agression non provoquée, mais une jeune femme se défendant elle-même et défendant les autres contre un harcèlement et une intimidation systématique. Les preuves montreront que chaque action entreprise par ma cliente était en réponse à des menaces croissantes et à une agression physique réelle de la part des plaignants. L'accusation appela Damien en premier. Il prit la barre avec une nervosité étudiée, racontant une version fabriquée des événements où Aïcha l'avait approché agressivement à la cafétéria. « J'essayais juste d'être amical avec la nouvelle élève », témoigna Damien, sa voix tremblant d'une fausse émotion. « Je lui ai proposé de lui faire visiter, de l'aider à s'intégrer. Au lieu de cela, elle est devenue hostile et m'a menacé. Et que s'est-il passé sur le parking ?» incita Boissard. « Elle nous a coincés, mes amis et moi, après les cours. Nous avons essayé de nous éloigner, mais elle nous a suivis. Quand j'ai tenté de désamorcer la situation,
Elle a attaqué sans prévenir. Maître Leclerc se leva pour le contre-interrogatoire. « Monsieur Moreau, n'est-il pas vrai que vous avez exigé de l'argent de protection de ma cliente dès son premier jour? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Case, n'est-il pas également vrai que vous avez créé un enregistrement audio modifié pour l'humilier devant d'autres élèves? » Le sang-froid de Damien vacilla légèrement. « Je n'ai jamais rien modifié. Nous verrons bien cela. » Maître Leclerc se tourna vers la juge. « Votre honneur, j'aimerais présenter la pièce à conviction A de la défense. » La salle d'audience devint silencieuse, alors que l'enregistrement original, non modifié, de la discussion d'Aïcha en cours de français était diffusé par les haut-parleurs, suivi immédiatement par la version manipulée de Damien. La différence était frappante et indéniable. Le visage de Damien devint rouge écarlate, alors que des chuchotements éclataient dans toute la salle d'audience. C'était juste une blague. Une blague que vous avez utilisée pour humilier ma cliente devant 30 élèves? Objection, lança Boissard, mais le mal était fait. Le dossier de l'accusation continua avec Jérémie et Théo fournissant des récits fabriqués similaires. Mais leurs histoires commencèrent à s'effondrer sous le contre-interrogatoire. Théo contredit la chronologie de Jérémie, et Jérémie ne put expliquer pourquoi les images de vidéosurveillance les montraient en train de harceler d'autres élèves les mêmes jours où ils prétendaient être des victimes. Lorsque Brandon Mercier prit la barre au nom des garçons de Rive-Gauche, son témoignage s'effrita encore plus rapidement. « Donc, vous dites à cette cour, dit Maître Leclerc, que 3 lycéens ont été intimidés par une seule fille à un arrêt de bus? Elle était agressive, marmonna Brandon. Agressive ou défendant 2 élèves plus jeunes contre du harcèlement? Maître Leclerc diffusa la vidéo non modifiée de Jessica, qui montrait clairement Brandon et ses amis menaçant les filles avant qu'Aïcha n'intervienne. La défense commença avec Malik Traoré, dont le témoignage sur la campagne de harcèlement de 3 ans de Damien fut dévastateur. Élève après élève prirent la barre, chacun décrivant des incidents de harcèlement qui brossaient un tableau clair d'intimidation systématique. Le témoignage émouvant de Jessica sur l'incident de l'arrêt de bus fit pleurer plusieurs jurés. Dylan a attrapé le bras de mon amie quand elle a essayé de s'éloigner. Nous avions peur et étions en infériorité numérique. Aïcha nous a sauvés. Le témoignage de Sarah fut tout aussi puissant. Damien et ses amis ont fait du lycée un cauchemar pour tous ceux qu'ils décidaient de cibler. Aïcha nous a donné l'espoir que quelqu'un leur tiendrait enfin tête. Le témoignage réticent de la principale Martineau sur les rapports de harcèlement ignorés et l'échec de l'école à protéger les élèves ajouta un poids institutionnel au dossier de la défense. Finalement, Aïcha prit la barre elle-même. Ses réponses calmes et mesurées contrastaient vivement avec les évasions nerveuses des plaignants. « Je n'ai jamais voulu me battre contre qui que ce soit », témoigna-t-elle. « Je voulais juste aller au lycée, en toute sécurité. Quand cela n'a pas été possible, je me suis défendu, et j'ai défendu ceux qui ne pouvaient pas se défendre. » Lors des plaidoiries finales, Maître Leclerc s'adressa directement au sens de la justice de la juge. « Votre honneur, les preuves sont claires. Ma cliente a agi en état de légitime défense contre un harcèlement et une agression systématique. La punir pour s'être protégée et avoir protégé les autres enverrait le message que les harceleurs peuvent opérer en toute impunité, tandis que leurs victimes font face à des poursuites pénales pour s'être défendues. » La juge Thomas délibéra pendant 30 minutes avant de revenir sur le banc. La salle d'audience retenait son souffle, alors qu'elle regardait directement Aïcha. Après examen de toutes les preuves et témoignages, cette cour déclare l'accusé non coupable de toutes les charges. De plus, je recommande que le procureur de la République enquête sur d'éventuelles charges de parjure à l'encontre des plaignants. La salle d'audience éclata en acclamations alors qu'Aïcha serrait sa mère et son avocate dans ses bras, enfin libérée de la menace juridique qui avait pesé sur elle pendant des semaines. Le coup de marteau final résonna dans le palais de justice alors que les mots de la juge Thomas se déposaient sur la salle comble. Damien Moreau resta figé à la table des plaignants, le visage blême,
tandis que la réalité des charges de parjure s'imposait à lui. Derrière lui, l'expression de son père était passée d'une autorité confiante à une fureur à peine contenue. « Vous m'aviez dit que c'était gagné d'avance », siffla monsieur Moreau à maître Boissard, alors que les journalistes commençaient à s'approcher. « Vous aviez dit que la fille n'avait aucune chance. » Boissard rangeait déjà sa mallette, désireux de se distancer du désastre. « Votre fils m'a menti sur les preuves. Je ne pouvais rien faire une fois ces enregistrements apparus. » De l'autre côté de l'allée, Jérémy Weber et Théo Bertrand étaient assis dans un silence stupéfait, tandis que leurs parents prenaient conscience de ce qui venait de se passer. Le visage de Madame Weber était blanc de choc. « Des charges de parjure? C'est un crime, n'est-ce pas? »« Maman, on a juste !» commença Jérémy, mais sa mère le coupa. « Nous en discuterons à la maison. Et vous appellerez chaque famille touchée par ce gâchis pour vous excuser personnellement. » Pendant ce temps, les garçons de Rive-Gauche vivaient leur propre prise de conscience. Brandon Mercier regardait son image de dur à cuire soigneusement construite s'effondrer alors que son père se levait pour partir sans un mot. Kevin et Dylan suivaient derrière, leur arrogance complètement évaporée. « C'est insensé », murmura Dylan alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. « On pourrait aller en prison pour ça. » « Tu aurais dû y penser avant de décider de mentir sous serment, » lança la mère de Kevin, surprenant la conversation. « Je t'ai mieux élevé que ça. » Alors que les familles des plaignants sortaient honteuses, la célébration au palais de justice ne faisait que commencer. Les élèves qui avaient témoigné entourèrent Aïcha de larmes de joie et de soulagement. « Tu l'as fait !» s'écria Jessica en jetant ses bras autour d'Aïcha. « Tu les as vraiment battus !»« Nous l'avons fait !» corrigea Aïcha, regardant tous les visages qui l'avaient soutenu. Tous ensemble. Le docteur Diallo se tenait à proximité, observant sa fille avec un mélange de fierté et d'étonnement. La jeune fille discrète, qui avait déménagé de Marseille quelques mois auparavant, était devenue un symbole de courage pour toute une communauté. « Je suis si fière de toi, ma chérie », murmura-t-elle quand Aïcha la rejoignit. « Pas seulement pour avoir gagné, mais pour la façon dont tu as géré tout ça. » Maître Leclerc rassembla ses papiers avec satisfaction. En 20 ans de pratique, elle avait rarement vu une affaire où la justice semblait si évidente. « Le procureur de la République poursuivra certainement pour parjure, » dit-elle à la famille Diallo. « Faux rapport de police, mensonge sous serment. Ces garçons ont de sérieux ennuis judiciaires devant eux. » À l'extérieur du palais de justice, des camionnettes de chaînes d'information bordaient la rue, tandis que les journalistes interviewaient élèves, parents et membres de la communauté sur cette affaire historique. L'histoire avait dépassé Montaigne, devenant un débat national sur le harcèlement, l'autodéfense et l'échec institutionnel à protéger les élèves. « Cela envoie un message », déclara Malik Traoré à un journaliste flanqué d'une douzaine d'élèves. « On ne peut pas terroriser les gens et ensuite jouer les victimes quand ils ripostent. » Les semaines qui suivirent le procès apportèrent des changements rapides au lycée Montaigne. La principale Martineau, échaudée par son témoignage au tribunal sur les rapports de harcèlement ignorés, mit en œuvre de nouvelles politiques pour traiter les plaintes de harcèlement. La tolérance zéro devint une véritable tolérance zéro, pas seulement des mots dans un règlement. Damien Moreau ne revint jamais au lycée. Les accusations de parjure, combinées aux poursuites civiles, intentées par plusieurs familles dont il avait harcelé les enfants, le conduisirent à s'inscrire dans une académie militaire privée à 3 régions de là. Ses parents vendirent discrètement leur maison et déménagèrent, incapables d'affronter la communauté où les méfaits de leur fils avaient été exposés. Jérémy Weber et Théo Bertrand plaidèrent coupables d'avoir déposé de faux rapports de police, écopant de travaux d'intérêt général et d'une mise à l'épreuve. Tous deux furent tenus d'assister à des séances de conseil et de suivre des cours de gestion de la colère. La bourse d'études universitaires de Jérémy fut révoquée, et Théo fut définitivement suspendu de l'équipe de football. Les garçons de Rive-Gauche firent face à des conséquences similaires. Brandon Mercier fut expulsé
et inculpé de multiples chefs d'accusation de harcèlement par des victimes qui s'étaient manifestées après le procès. Kevin et Dylan furent suspendus en attendant leur propre procédure judiciaire, leur réputation ruinée. Mais le changement le plus significatif vint sous la forme du programme d'autodéfense d'Aïcha, qui fut non seulement officiellement sanctionné, mais étendu à l'ensemble du lycée. 3 mois après le procès, le coach Ribeiro se tenait dans le gymnase principal, observant plus de 100 élèves participer à ce qui s'appelait désormais le programme d'autonomisation et de sécurité des élèves. La liste d'attente était devenue si longue qu'ils avaient ajouté des sessions en soirée et des ateliers le week-end. « Je n'aurais jamais imaginé que ça prendrait une telle ampleur », dit-il à Aïcha alors qu'elle guidait un groupe de 3e à travers des techniques défensives de base. « Moi non plus », répondit Aïcha, ajustant la posture d'un élève. « Mais je pense que les gens étaient prêts pour quelque chose comme ça. Ils avaient juste besoin de la permission de croire qu'ils pouvaient être forts. » Le programme avait évolué au-delà de l'autodéfense physique pour inclure la résolution de conflits, la formation à l'intervention des témoins et la médiation par les pairs. Les élèves apprenaient non seulement à se protéger, mais aussi à reconnaître et à interrompre le harcèlement avant qu'il ne dégénère. Sarah, qui avait été l'une des premières élèves d'Aïcha, servait maintenant d'instructrice pair pour les plus jeunes. « Le mieux, ce n'est pas d'apprendre à se battre », dit-elle à un groupe de 7e nerveux. « C'est d'apprendre qu'on n'a plus besoin d'avoir peur. » La transformation était évidente dans tout le lycée. Les interactions dans les couloirs avaient fondamentalement changé. Les élèves marchaient avec plus de confiance, prenaient la parole plus facilement et, surtout, se soutenaient mutuellement lorsque des problèmes survenaient. Dani, qui avait été la cible fréquente de Damien, dirigeait maintenant un groupe de soutien par les pairs pour les élèves aux prises avec l'anxiété et la dépression liées au harcèlement passé. Aïcha ne nous a pas seulement appris à nous défendre physiquement, expliqua-t-il aux nouveaux membres. Elle nous a appris que nous méritions de nous sentir en sécurité et que nous avions le pouvoir de faire en sorte que cela se produise. Les effets d'entraînement s'étendirent au-delà du lycée Montaigne. D'autres écoles du district demandèrent des programmes similaires. Des organisations nationales de lutte contre le harcèlement la contactèrent pour consultation. Les recruteurs universitaires prirent note du leadership et de l'impact communautaire d'Aïcha. Un vendredi après-midi calme au printemps, 6 mois après le procès, Aïcha se retrouva dans la même cafétéria où Damien lui avait initialement demandé de l'argent de protection. Mais l'atmosphère était complètement différente maintenant. Des élèves de différentes classes et de différents groupes sociaux étaient assis ensemble, les conversations étaient plus animées, et la tension sous-jacente, qui avait autrefois défini l'espace, avait disparu. Jessica s'approcha de sa table avec une lettre à la main. « Ceci est arrivé au bureau principal pour toi », dit-elle en souriant. Aïcha ouvrit l'enveloppe pour trouver une note manuscrite d'un élève d'une école en Normandie. « J'ai vu ton histoire aux informations et j'ai lancé mon propre groupe d'autodéfense ici. Nous avons 30 membres maintenant et 0 incident de harcèlement ce semestre. Merci de nous avoir montré que nous n'avons pas à accepter d'être maltraités. »« Encore une ?» demanda Malik, en s'installant sur le siège en face d'elle. « Encore une !» confirma Aïcha, ajoutant la lettre à une collection grandissante qu'elle gardait dans son casier. Alors qu'elle regardait autour de la cafétéria transformée, puis par les fenêtres où des élèves s'entraînaient à des exercices de renforcement de la confiance dans la cour, Aïcha réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ce premier jour où elle avait refusé de payer le racket de Damien. Elle était venue à Montaigne en espérant éviter les ennuis et passer ses années de lycée tranquillement. Au lieu de cela, elle avait découvert que parfois, les batailles les plus importantes sont celles que l'on ne choisit pas. Elles nous choisissent. Et parfois, défendre ce qui est juste change non seulement votre propre vie, mais toute une communauté. La sonnerie retentit, signalant la fin du déjeuner. Alors que les élèves rassemblaient leurs affaires et se dirigeaient vers leur cours, ils se déplaçaient avec une énergie et une confiance qui auraient été inimaginables quelques mois auparavant.
Aïcha sourit en rangeant ses propres affaires. Sa mère avait eu raison de dire que Montaigne était différent de Marseille. C'était différent, c'était mieux, et elle avait joué un rôle pour que cela devienne ainsi. Marchant dans des couloirs qui lui semblaient autrefois hostiles, entourée d'élèves qui avaient trouvé leur voie et leur force, Aïcha Diallo savait que certains combats valent tout ce que l'on y investit. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous 2 histoires qui, je pense, vous plairont. Passez une excellente journée.